Les femmes s'invitent dans ce journal et nous parlerons autonomisation de ces dernières avec bien évidemment les femmes rurales de la cité de Bois-Tabac. Elles se prennent en charge avec la culture et la production du manioc, source de leurs revenus. Et enfin, ouverture ce vendredi du 24e sommet des chefs d'État de gouvernement et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Boko Haram, Ebola, crise libyenne, voilà quelques titres qui seront abordés lors de cette rencontre. Bienvenue à tous. Tout a débuté par une minute de silence observée en mémoire de l'ex-président zambien Michael Sata, décédé il y a peu. D'entrée de jeu, la présidente de la Commission de l'Union africaine a noté que le terrorisme, en particulier la brutalité de Boko Haram contre la population du Nigeria, est une menace à notre sécurité collective et au développement qui nécessite une réponse également collective. Outre Boko Haram, l'éradication de la maladie à virus Ebola, la résolution du sanglant conflit sud-soudanais et la recherche d'une solution politique à la crise libyenne devrait être mis à l'ordre du jour. À noter également que le président zimbabwéen Robert Mugabe vient d'être désigné par ses pairs comme président en exercice de l'Union africaine. Et un autre sujet qui sera aussi abordé est celui bien évidemment de l'autonomisation de la femme africaine. Et la RDC connaît déjà, il faudra le dire, des avancées en la matière, bien que buté à quelques difficultés. Nous en parlerons dans un instant avec Ila Bumbo, qui est donc directeur de communication du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant au FONAFEM. Autre chose, étudier des nouvelles stratégies afin de mobiliser plus de recettes pour le trésor public, c'est ce à quoi étaient soumis durant 3 jours les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA. La 9e session des directeurs de cette régie financière s'est clôturée ce jeudi. Patricia Panzou était pour le compte du B1. C'est sous une note de satisfaction assortie d'une série de recommandations que s'est clôturée jeudi la 9e session des directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale de douane et accises. Axée sur la problématique de la mobilisation des recettes du Trésor, ces assises ont constitué un cadre idéal pour la définition de nouvelles stratégies afin d'atteindre des objectifs budgétaires assignés à la DGDA. Les assignations connaissant des accroissements importants année après année, il nous faut chaque fois définir des stratégies nouvelles, efficaces, voire innovantes, pour atteindre les objectifs budgétaires nous assignés. La loi de finances pour l'année 2015 fixe le budget des recettes des douanes et accises à 2 579 milliards 327 857 073 francs congolais, soit un accroissement de 43,83% par rapport aux recettes réalisées par la DGDA en 2014. La haute hiérarchie de la DGDA compte sur l'implication du ministère des Finances, notamment pour la construction des entrepôts dans le bureau des douanes. L'audit du secteur de télécommunications pour une meilleure perception des droits d'accise sur les communications cellulaires. L'implication du ministère de la Justice dans le recouvrement des créances contentieuses. Pour atteindre les assignations budgétaires, la haute direction a fixé pour chaque province un taux de contribution calculé sur la moyenne réalisée au cours de 4 dernières années, soit de 2011 à 2014. Question environnementale, la 3e table ronde sur l'éducation environnementale s'est ouverte ce jeudi à la faculté de communication de l'Université catholique du Congo UCC avec un accent mis particulièrement sur la maîtrise de la nature comme gage de la réussite de l'homme. Et c'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui a d'ailleurs donné le go de ces assises. Ici, réunis dans cette salle, d'éminents professeurs, des étudiants, des communicateurs, chercheurs et autres experts des questions environnementales. Ensemble, ils vont réfléchir 3 jours durant sur les attitudes et comportements adoptés par l'homme pour protéger son environnement. La nature étant imprévisible, des précautions sont donc à prendre pour éviter tout dégât de nature à nuire à l'homme et à son milieu. Au-delà de nos forêts qui sont menacées, des sols qui s'érodent, de l'eau polluée et tout autre acte qui détruit nos écosystèmes, les inondations que nous vivons nous rappellent que la nature n'est pas totalement domptée et maîtrisée, qu'elle peut encore nous surprendre.
et faire preuve d'autonomie face au pouvoir de la technique et du savoir. La réussite intégrale de l'homme dépend également en grande partie du respect qu'il accorde à la nature, son milieu de vie. D'où une information éducationnelle sur la question s'avère importante. La thématique qui va être développée au cours de cette troisième table ronde est d'une pertinente actualité au regard de la crise entraînée par l'écosystème. Il suffit pour s'en convaincre de voir ce que nous vivons aujourd'hui et que le monde appelle sous plusieurs termes réchauffement climatique, gaz à effet de serre, déboisement incontrôlé, etc. Dans la plupart des cas, cela relève de la responsabilité des hommes. C'est ici un rendez-vous d'une importance capitale pour le devenir de l'homme contraint à entretenir son environnement. Cette assise devra outiller les participants à faire une plus large sensibilisation quant à la question de la protection de l'environnement qui est l'apanage de l'homme. Une fois de plus, la campagne Made in Congo se poursuit au ministère de l'Industrie. FEMCO et Civop RDC sont les deux industries cosmétiques qui ont bénéficié de la visite de Germain Kambinga, ministre de tutelle, qui est allé se rendre compte personnellement des conditions de travail du personnel et également de la qualité de production de ces deux entreprises. Poursuite de la campagne Made in Congo, le ministre de l'Industrie s'est rendu à FEMCO, une entreprise qui s'occupe de l'emballage, du montage et du conditionnement des produits cosmétiques. Germain Kambinga s'est imprégné des réalités sur les productions de cette industrie. Nous avons besoin de ce qu'ils font, des industries qui fonctionnent, des cheminées qui tournent, des machines qui tournent. C'est une économie dynamique qui elle-même intègre toutes les problématiques de croissance dans leur diversité. Nous parlons ici plus précisément de la croissance inclusive. Nous voulons des entreprises qui engagent. Oui. C'est pour ça que nous sommes là, pour leur dire, vous pouvez faire confiance à ce pays, investissez, engagez plus de Congolais, faites tourner l'économie et à chaque fois que cela sera nécessaire, l'État vous accompagnera. Tout juste après FEMCO, c'est le tour de la société ivoirienne de parfumerie en RDC, Civop RDC, de recevoir la visite du ministre où quelques difficultés lui ont été soumises et un cahier de charges remis. Je voudrais vraiment vous rassurer qu'il y aura un accompagnement de l'État. La qualité du service public, nous allons essayer de l'améliorer dans les relations que vous devez avoir avec l'administration publique congolaise. Ce suivi, c'est notre responsabilité, nous le ferons. Nous avons en charge la protection, la promotion et la facilitation à l'installation des industries en République démocratique du Congo. Et rassurez-vous, l'État ne se dérobera pas par rapport à cette responsabilité. Soma Latalia Mela Congo, c'est là le thème de cette campagne Made in Congo. Parlons industrie encore avec Germain Kambinga qui a eu des échanges sur la relance de la cellule d'études et planification industrielle avec la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en République démocratique du Congo. Au centre de leurs entretiens, les axes de collaboration de la CEPI pour la réforme de cette cellule. Images et commentaires. La représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, a été reçue en audience ce vendredi matin par le ministre de l'Industrie. L'inauguration d'une nouvelle ère de coopération entre l'ONUDI et la RDC au menu de cet entretien. Donc déjà au niveau de la réforme de la CEPI, nous pensons pouvoir trouver des axes de collaboration et de contribution de la part de l'ONUDI. Il y a des avancées à ce niveau-là. Il y a le FONADIR, le Forum national pour le développement industriel et le redressement productif que le ministère compte organiser. Il y a la problématique des incubateurs industriels, un vaste projet sur lequel nous travaillons également. Donc voilà un tout petit peu les différents axes de coopération et de collaboration sur lesquels nous aimerions pouvoir bénéficier de l'attention toute particulière de l'ONUDI. La représentante de l'ONUDI a quant à elle circonscrit le rôle de cette agence. Qui existe comme un concept pour une coopération entre ONUDI et la DRC, mais ce concept il devrait être adapté aux priorités actuelles du ministère et nous avons accordé une certaine coopération entre le ministère et la ONUDI et notre bureau. Pour une bonne coopération, un consultant de ONUDI sera détaché au ministère de l'Industrie dès février prochain.
L'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a réuni cet avant-midi à l'Institut supérieur commercial les boursiers de son programme pour une restitution en rapport avec leur formation aux États-Unis d'Amérique. Un échange qui a donc permis aux futurs experts des microfinances et de la création des petites et moyennes entreprises de cet établissement d'ajouter un plus dans leur formation. Mener une étude comparative entre l'esprit entrepreneurial américain et congolais afin de booster et d'encourager les étudiants congolais à l'entrepreneuriat au sortir de leur cursus académique. Tel est l'objet du programme des bourses accordé par l'ambassade des États-Unis en RDC aux étudiants congolais. Une expérience tentée avec quelques boursiers congolais et les résultats sont surprenants, à en croire la réaction de l'attaché aux affaires culturelles de la dite ambassade. Les Congolais sont vraiment doués et s'ils continuent d'avoir les idées, alors je reste optimiste. Ils sont vraiment riches par rapport à leur énergie et ça m'a touché beaucoup. Cette restitution aux allures d'une conférence était axée particulièrement sur l'expérience des boursiers congolais aux États-Unis. Des moments d'encouragement pour leurs camarades étudiants de l'Institut supérieur de commerce qui devraient plutôt opter pour la création des petites et moyennes entreprises après leurs études au lieu de se contenter de demander de l'emploi, chose qui n'est toujours pas évidente. Il faut travailler et arrêter de rêver. Arrêter de rêver. Le nouveau commandant provincial de la police nationale congolaise du Katanga a officiellement pris ses fonctions ce vendredi dans l'avant-midi. Il a été présenté aux officiers et sous-officiers de la police de cette juridiction au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités de la province. Jean Bosco Ngalinga remplace donc à ce poste le général Gabriel Bandombele. Plus de détails avec notre permanent de la région Jean-Jacques Lukumwena. Le général Gabriel Bandombele a cédé officiellement son fauteuil ce jeudi 29 janvier 2015 au général Jean Bosco Ngalinga, qui va désormais diriger la police dans la province du Katanga. La cérémonie s'est déroulée au commissariat provincial national de la police. Tout a débuté par une mini-parade dans laquelle le commissaire divisionnaire adjoint sortant, le général Gabriel Bandombele, a présenté aux officiers et sous-officiers la nouvelle équipe qui va diriger la police au Katanga, avec à la tête le général Jean Bosco Ngalinga, qui sera secondé des 3 adjoints, notamment le commissaire principal, le colonel Paulin Kyungu, chargé de l'administration et opération, qui remplace à ce poste le colonel Van Kassongo. Le colonel Edi Mukuna, chargé de l'appui et gestion, remplace le colonel François Xavier Mbavambans, et le colonel Ado Baoundoa remplace le colonel Fidel Kaumba. Dans son adresse, le général Bandombele s'est dit satisfait de laisser la police sur de bonnes bases. Il les a exhortés de travailler dans de bonnes collaborations et la discipline. Prenant la parole à son tour, le général Jean Bosco Ngalinga a rendu hommage à l'équipe sortant pour le travail abattu et a rappelé aux troupes le respect de la loi congolaise en respectant tous les règlements de la police pour la bonne marche du travail. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint vient de la province du Sud Kivu où il exerçait la même fonction. Après la parade, c'est la cérémonie proprement dite de remise et reprise qui s'en est suivie. Les généraux entrants et sortants ont signé des documents. C'est par un cocktail que la cérémonie a pris fin. Lubumbashi, Jean-Jacques Lukumwena, Biwan. Autonomisation de la femme, la question sera également abordée au cours du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert, je vous le rappelle, ce vendredi à Addis Abeba. Et la RDC n'est pas en reste quant à la question. À l'exemple ici, vous allez le suivre dans ce reportage des femmes rurales de Bouantaba, un village qui se situe le long de la ville, le long du chemin menant dans la ville de Kikwit. Elles pratiquent la culture du manioc, source de leurs revenus. Julie Sefou est allée à leur rencontre. Nous sommes à Bouantaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, telles que les témoignent les habitants au regard des résultats des travaux de terre. En marge de la célébration du mois de la femme en République démocratique du Congo, les femmes professeurs d'université réunies au sein du cercle Sophie Kanza ont choisi d'aller vers la réalité de la femme rurale, puiser de la matière et étoffer davantage leur plaidoyer. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays.
Si j'étale mon manioc sous un soleil accablant, ça peut sécher au bout de 3 jours et le 4e jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, 5 à 6 jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 francs. Travail jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. En tout cas, au domaine sur le plateau de Bateke, ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Les hommes aussi sont entrés en danse. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Bwantaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de Titan pour atteindre la source. Et pour le cercle Sophie Kanza, il fallait vivre ce calvaire pour proposer des solutions adéquates. L'autonomisation de la femme rurale, c'est tout ce qu'on doit mettre ensemble, l'intelligence, les moyens et les projets qui peuvent l'amener à aller de l'avant. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des méthodes très précaires, rudimentaires, dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Comment parler du développement de la femme sans entraide sociale? Ici, la paresse chez la femme n'est pas possible, car chacune est soumise au seul mécanisme de survie, alors que le monde parle de l'autonomisation de la femme rurale. D'où des défis. Place à présent à l'invité du journal. Je l'ai annoncé d'entrée de jeu. Je reçois ce soir Ila Mobo, qui est directeur de communication du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FONAFEN en sigle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons parler justement, je l'ai dit tout à l'heure, l'autonomisation de la femme, mais l'un des sujets qui sera abordé au cours du 24e sommet des chefs d'État qui s'est ouvert ce vendredi. Première question, est-ce que l'on peut dire que l'autonomisation de la femme est totale en République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle se prend en charge? Total, non, parce que à ce jour, il est question d'abord de permettre à cette femme de pouvoir acquérir une certaine compétence, une certaine connaissance, et ce qui n'est pas le cas. La majorité des femmes en République démocratique du Congo n'ont pas accès à l'éducation, et donc il faut commencer par apporter une formation adaptée à ces femmes pour leur permettre d'avoir accès à l'autonomisation, parce que l'autonomisation, ce n'est pas seulement une activité entreprise, mais c'est aussi des capacités à pouvoir gérer leurs Donc activités. tout de suite on comprend que l'autonomisation de la femme est étroitement liée, on va dire, une contrainte. L'éducation est une contrainte pour l'autonomisation de la femme? C'est incontournable. On ne peut pas parler autonomisation sans formation, sans encadrement. Et évidemment, comme vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, il faudrait que ces femmes arrivent à maîtriser des techniques modernes pour pouvoir évoluer dans leurs activités. Alors, en République démocratique du Congo particulièrement, quel est le couac justement pour peut-être accéder à cette formation et autres stratégies pour emmener cette femme justement à l'autonomisation? Aujourd'hui, c'est un problème de manque de moyens. Et il faut dire que ces femmes n'ont pas beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation parce qu'il s'agit de résoudre le problème de pauvreté en milieu rural, notamment pour ces femmes qui n'ont pas eu accès à l'éducation par manque de moyens, mais aussi des infrastructures leur permettant de pouvoir développer leurs AGR, leurs activités, que ce soit agricoles ou activités de commerce. Donc, il faut un peu plus de moyens, que ce soit de la part des opérateurs économiques, des partenaires privés, publics, etc.,
pour pouvoir permettre à ces femmes d'accéder à la connaissance nécessaire. Alors justement, je le disais, vous êtes du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, vous échangez régulièrement avec ces femmes. Est-ce que quand même, des différentes couches sociales, est-ce que vous avez comme l'impression quand même que cette femme manifeste justement cette volonté de sa propre prise en charge? Tout à fait, parce que pour le cas du Fonds national pour la promotion de la femme, FONAFEN, nous avons une base de données de plus de 20 000 femmes sensibilisées. Pour tout l'ensemble de la République? Non, rien que pour la ville de Kinshasa. Nous avons plus de 10 000 femmes formées et plus de 8 000 femmes autonomisées, c'est-à-dire des femmes qui ont bénéficié d'un appui du FONAFEN en matière de formation sur la création de micro-entreprises et la maîtrise de certaines techniques de transformation. Et puis, le fonds, en collaboration avec des partenaires publics privés, pour ne pas citer le FPI, l'OCC, le Coca-Cola International, nous avons apporté à ces femmes des appuis matériels et financiers pour permettre à ces femmes de pouvoir décoller. Et nous suivons de près par un accompagnement. Il y a un suivi régulier? Régulier pour pouvoir permettre à ces femmes de maîtriser leur micro-entreprise que nous appelons groupes solidaires, des groupes que nous prenons dans le secteur informel pour évoluer vers le secteur formel. Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, s'il faudrait justement vous auto-évaluer sur une échelle de 10, comment est-ce que vous estimerez justement le travail et votre cheval de bataille abattu jusqu'à ce jour? Satisfait, on va le dire? Non, un cheveu dans la soupe, parce que le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant était un établissement public. Évidemment, nous n'avons pas encore obtenu du gouvernement, parce que nous sommes sous tutelle du ministère du Genre, la dotation initiale. Pour l'instant, nous travaillons avec l'appui des partenaires publics-privés, comme je venais de le dire. Cependant, nous n'avons pas abandonné les femmes, pour qui nous travaillons pour leur promotion. Et donc, nous estimons que le travail est énorme. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous travaillons d'ailleurs avec des ONG locales comme internationales pour arriver à aider ces femmes. Généralement, la plupart des femmes que vous avez au sein de votre structure sont orientées vers quelle filière? Plusieurs filières. Parce que il y a des femmes qui sont dans l'agriculture, des femmes qui sont dans l'artisanat, qui sont dans le commerce, qui sont dans la transformation. Et toutes ces femmes doivent bénéficier d'un appui adapté à leur secteur de développement. Et nous ne pouvons pas limiter la créativité de ces femmes parce que nous venons de voir un reportage sur l'esprit d'entrepreneuriat. Donc nous devons laisser exploser la créativité de ces femmes dans les différentes filières qui sont les leurs. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui l'autonomisation de la femme, son autonomisation intégrale totale, serait un danger pour les foyers? Bien sûr que non. On est habitué à Kinshasa à dire qu'aujourd'hui... Comme penseraient certains. C'est la femme qui nourrit les maisons aujourd'hui. C'est une évidence. Aujourd'hui, il faut dire que les hommes, avec tout ce que nous connaissons dans notre pays, ont multiples difficultés. Et même ceux qui travaillent n'arrivent pas à subvenir pleinement aux besoins de leur famille. Mais au niveau du FONAFEN, ce n'est pas une question de survie seulement. Un entrepreneuriat qui permet à la femme de survivre. Non, c'est un entrepreneuriat de développement. Et ce développement ne voit ni homme ni femme. Et je pense que la femme qui représente aujourd'hui plus de 52% de la population active congolaise doit participer activement à toutes les activités de développement. Alors une dernière question, on le disait tout à l'heure que cette question de l'autonomisation de la femme sera également abordée à Addis Abeba. Personnellement et également pour le FONAFEN, puisque vous les représentez ce soir, quelles sont les attentes justement à l'issue de cette rencontre concernant l'autonomisation de la femme? Déjà que ces travaux permettront au ministère du Genre et à tout le gouvernement de pouvoir avoir un cadre de travail pour ce qui est de FONAFEN, qui est la branche donc de l'autonomisation et de la promotion de la femme au sein du ministère du Genre. Ce sera un cahier de charges qui permettra au FONAFEN de pouvoir travailler avec les femmes, avec les orientations nouvelles sur les résolutions qui seront tirées de ces assises. Ilan Boumbo, je rappelle que vous êtes directeur de communication du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FONAFEN. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.
Place à présent au sport et direction la Guinée équatoriale. Nous avons en ligne évidemment Belinda Odia qui est notre envoyée spéciale. Le derby du pool Malébo s'annonce chaud, il faudra le dire, ce samedi à Bata entre les Léopards de la RDC et les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Le staff technique, la FECOFA et toutes les autorités sportives de la République démocratique du Congo sont derrière le 11 national. Belinda Odia, je vous le disais, est en ligne avec nous. Elle a interrogé évidemment ce samedi quelques joueurs de la RDC, évidemment le coach, qui sont plutôt sereins. Belinda, peut-on dire que tout est fait près du côté des Léopards de la République démocratique du Congo? Si on va bien jusqu'ici en croire les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge, pas d'inquiétude, toutes les batteries sont mises en marche pour venir à bout du Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Jean-Florent Ibenge et ses hommes se disent donc prêts à affronter leur adversaire du jour avec un seul objectif, c'est lui d'offrir au peuple congolais la victoire synonyme de leur qualification en demi-finale de cette compétition. L'étape qu'ils ont atteint depuis 1998 au Burkina Faso. Mais pour y parvenir, il va falloir que les gouvernements de la République puissent également leur accompagner dans cette aventure. Voilà pourquoi les Léopards de la République démocratique du Congo toucheront dès ce soir leur prime de qualification pour les quarts de finale, prime dont le montant n'a pas du tout été révélé à la presse, en attendant bien sûr la dotation spéciale du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabangé. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont eu leur dernière séance d'entraînement cet après-midi, afin de pallier à d'autres insuffisances techniques constatées pendant la phase des poules. Séance axée principalement sur la vivacité et la précision devant le but. Et il barré à toute éventualité, les séances de tir au but étaient également au menu. Défi Bata, Guinée équatoriale, Belinda Odia, D1. Voilà, on espère donc que les Léopards vont réitérer l'exploit de 1998 au Burkina Faso. Toutes donc les bonnes chances à nos poulains. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous invite à vous joindre à moi pour dire ensemble que Dieu bénisse la nation congolaise.